dissolution de la Société de gestion des marchés autonomes SOGEMA et nomination de son liquidateur. Créée en 2022, l'Agence nationale de gestion des marchés, ANAGEM, a pour objet la gestion des infrastructures marchandes de l'État et des communes. À ce titre, elle met en œuvre, sur tout le territoire national, la politique publique en la matière, puis procède aux travaux de développement et de maintenance des dits équipements. Avec le démarrage de la mise en service des marchés modernes construits par le gouvernement, elle est désormais pleinement opérationnelle. Dès lors, dans l'optique d'une gestion rationnelle, il convient que la SOGEMA soit dissoute et que ces infrastructures passent sous la tutelle de l'agence pour des raisons d'efficacité et de cohérence. Il est à souligner que l'ANAGEM pourra, dans la mise en place des équipes de gestion des marchés modernes, recourir autant que faire se peut aux compétences des agents de la société ainsi dissoute qui rempliraient les conditions fixées. Au titre d'autres mesures normatives, il a été adopté les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du cabinet et du secrétariat général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, de même que celui relatif à son règlement financier. Je suis comme tous les parents d'élèves béninois, je suis comme eux tous satisfait de la façon dont l'année scolaire 2023-2024 s'est déroulée. Dans la paix, avec régularité, les évaluations s'étant déroulées suivant les échéances, les examens de fin d'année s'étant tenus dans les délais prescrits et à la satisfaction de l'ensemble des acteurs. Personne n'a noté d'incident majeur dans le déroulement de ces examens. Ce qui veut dire que les efforts que nous faisons tous ensemble, gouvernement, société civile, organisations diverses de notre nation, parents d'élèves, enseignants et même les apprenants eux-mêmes, les efforts que nous faisons tous ensemble pour normaliser les pratiques dans notre pays, faire en sorte que nous ayons des années scolaires régulières, pacifiées, où les programmes sont déroulés suivant le chronogramme. Les enfants ont les enseignements qu'il faut, sont préparés au mieux pour affronter les examens. Cela veut dire donc, disais-je, que ces efforts que nous faisons tous ensemble portent leurs fruits de plus en plus. Et nous pouvons bien observer que cela fait quelques années maintenant que nous sommes rentrés dans ce cercle vertueux d'années scolaires apaisées, tout se déroulant comme, je dirais, sur du papier à musique. Et je crois que si nous avons un défi à relever tous ensemble, aujourd'hui et demain, c'est de maintenir cette tendance, de faire en sorte que les générations qui viennent après les générations actuelles connaissent également des années scolaires aussi bien organisées où il n'y a pas de perturbations majeures en dehors éventuellement de ce que les cas de force majeure pourraient entraîner. Donc, il y a lieu de s'en réjouir et d'espérer que les années qui viennent seront au moins de même calibre. Et là-dessus, je peux vous rassurer de ce que le gouvernement reste totalement engagé et disponible à réitérer les efforts qu'il fait déjà, les diligences qu'il accomplit pour que nous ayons ces résultats, afin que, comme je le disais, la promesse d'année scolaire totalement pacifiée, rigoureusement exécutée, avec des examens qui se tiennent dans les conditions idéales, que tout cela soit toujours au rendez-vous et que de génération en génération, les pratiques ne cessent de s'améliorer au bénéfice de chacun des acteurs et au bénéfice ultime de la nation tout entière. Chaque pays a sa pratique, chaque pays a son expérience. Ce sera pour nous le lieu d'échanger et de faire les choix qui permettront à chaque pays d'aller de l'avant grâce à l'appui des grandes chancelleries. Nous sommes la maison des récompenses, la maison où le mérite est reconnu et célébré. Nous devons faire en sorte que les populations comprennent le bien fondé de l'existence des chancelleries à travers les actions que ces chancelleries proposent au quotidien dans la vie de nos communautés. Il s'agit donc de voir les récompenses matérielles ou financières qui sont liées
aux décorations. Et au cours de nos échanges, en tout cas, la position de la conférence sera dégagée. Mais d'ores et déjà, on peut préjuger qu'elle sera conforme aux orientations qui sont annoncées par la présidence du Bénin. Et j'en profite pour féliciter à l'avance ma grande sœur qui va prendre la présidence de la conférence internationale des grandes chancelleries dans les 2 jours qui viennent. Les cultures politiques en Afrique, militantisme, civisme et citoyenneté face aux défis de la consolidation démocratique. Ce thème évocateur fait l'objet du colloque international sur les cultures politiques en Afrique à travers le militantisme, le civisme et la citoyenneté face aux défis de la consolidation de la démocratie. Organisé par l'Assemblée nationale du Bénin à travers l'Institut parlementaire du Bénin, ce colloque international financé par l'ambassade royale des Pays-Bas à travers le programme Rapide a réuni plus de 500 participants, notamment des universitaires, politiciens et responsables d'institutions de la République en provenance de 12 pays d'Afrique, d'Europe et des Amériques. L'actualité de la sous-région ouest africaine permet de constater des ruptures dans les trajectoires démocratiques de certains pays. Dans d'autres contextes, des actes de défiance et de méfiance à la démocratie et à ses normes et institutions se multiplient. Les travaux de ce colloque s'inscrivent alors dans cette dynamique et donnent l'occasion aux participants de croiser les fruits des réflexions menées par la communauté scientifique sur les problématiques avec les expériences, pratiques et réalités vécues par les différents acteurs politiques et les membres de la société civile. Il est essentiel de reconnaître que la démocratie est complexe et qu'elle nécessite une capacité d'adaptation dans le temps et des stratégies appropriées pour tenir compte des évaluations contextuelles. Je précise que dans les années 60, un certain nombre d'auteurs avaient développé des thèses, comme Seymour Lipset, pour dire qu'il ne peut avoir de démocratie que dans des contextes, de prospérité économique, dans des contextes de société instruite, donc où l'éducation est relativement avancée, dans des sociétés également où il y a une classe moyenne relativement aisée pour laquelle la démocratie devient une quête de participation citoyenne. Autrement dit, si ces conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas parler de démocratisation. Autrement dit, la démocratie, c'est un produit à l'arrivée et non pas un produit au départ. Donc, l'économique détermine l'avènement de la démocratie. Or, il se trouve que, avec la deuxième vague de démocratisation et l'accession des pays à l'indépendance, nombre de pays du tiers-monde ayant accédé à l'indépendance ont entamé des expériences démocratiques. Les pays africains, l'Inde, l'Amérique latine, on est en face donc d'une contradiction historique et donc les théories ont été mises en face donc de nouvelles réalités. C'est alors donc, on s'est dit, les tenants des théories de la modernisation ont continué en disant non, il y a peut-être quelques exceptions qui ont réussi, mais pas toutes. Chaque pays a ses spécificités, mais nous pouvons tous apprendre des trajectoires des autres. L'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre nos nations est essentiel pour identifier des solutions innovantes et adaptées à nos contextes spécifiques. Je souhaite que ces journées de travail soient fructueuses, empreintes de dialogue constructif et de collaboration enrichissante. Ensemble, nous pouvons et devons faire avancer la cause de la démocratie sur notre continent. Le Nigeria a annoncé mardi une mesure audacieuse pour lutter contre la pollution.
L'interdiction des plastiques à usage unique dans les bureaux gouvernementaux dès janvier prochain. Cette nouvelle précède une interdiction nationale qui vise à réduire les 2,5 millions de tonnes de déchets plastiques générés chaque année, dont plus de 70% finissent dans les cours d'eau et les décharges. Les plastiques visés par cette interdiction comprennent les pailles, couverts et bouteilles en plastique. Depuis 2020, le gouvernement nigérian s'efforce de réduire la pollution plastique. Cependant, les déchets ont augmenté, en particulier dans les villes comme Lagos. Chaque jour, environ 50 à 60 millions de sachets d'eau usagés sont jetés dans les rues de Lagos. Cette nouvelle politique a pour objectif de créer une économie circulaire, transformant les plastiques en ressources réutilisables. Entre le Bénin et le Niger, la situation se détériore, menaçant le pipeline qui devait faire du Niger un pays exportateur de pétrole. Niamey envisage ainsi de transiter le pétrole par le Tchad et le Cameroun, une option que certains experts jugent complexe à mettre en œuvre. L'option du Tchad n'est pas une solution simple parce que elle veut dire qu'elle sous-entend qu'on construit un nouveau pipe. Il faut trouver un investisseur. Est-ce que les Chinois qui ont déjà investi dans le pipeline vers le Bénin vont encore investir dans le pipeline sur le Tchad? Toutes ces questions-là ne sont pas réglées à mon avis. Ce pipeline soutenu par la Chine relie le champ pétrolier d'Agadem au port de Cotonou. Destiné à quintupler la production pétrolière du Niger, le projet est entravé par des défis diplomatiques et sécuritaires. Le Niger étant devenu producteur du pétrole en 2011, il n'y avait pas cette insécurité. Et les Chinois avaient à cette époque mis assez d'argent pour construire la Soraz, qui est la société de raffinerie de Zander, qui est au centre du pays. Et du coup, eux, ils ont investi l'argent. Ils veulent récupérer d'abord leur argent, les investissements qu'ils ont faits. Ils ont investi aussi dans le pipeline. On parle de l'ordre d'investissement de l'ordre de 4 milliards de dollars. Donc, c'est de sommes importantes. Et pour les Chinois, il est important que l'exportation puisse continuer pour qu'ils puissent récupérer tous les investissements. Les enjeux économiques pour le Niger sont énormes, notamment après le coup d'État du 26 juillet 2023. Le pays compte désormais sur ses exportations de pétrole pour stabiliser son économie. L'exportation du pétrole est un vrai enjeu pour le Niger parce que le Niger compte là-dessus pour contourner la dégradation de ses relations avec la communauté financière internationale. En raison du coup d'État, beaucoup de partenaires ont suspendu leur aide bilatérale, l'aide multilatérale s'est négociée encore, mais le Niger compte sur l'exploitation du pétrole pour pouvoir avoir une certaine résilience sur le plan économique et financier. Les deux pays sont économiquement perdants, le Bénin étant également privé de millions de dollars en droits de transit. La Cour pénale internationale a reconnu coupable un chef extrémiste lié à Al-Qaïda de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité au Mali. Les procureurs affirment qu'Al-Hassan était un membre clé du régime répressif d'Ansardine, groupe islamique lié à Al-Qaïda, qui détenait le pouvoir dans le nord du Mali entre 2012 et 2013. 1. Crimes de guerre. 2. Autre acte inhumain contre l'humanité. 3. Les crimes de guerre consistant dans le prononcé de condamnation sans jugement ou arrêt préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué et fonctionnant avec les garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables. 4. Le crime contre l'humanité de persécution pour des motifs religieux. Et 5. Le crime de guerre de mutilation. The crime against humanity of persecution on religious grounds. L'ancien chef extrémiste est accusé pour son rôle présumé dans le règne de la terreur que les insurgés ont déclenché à Tombouctou, notamment le viol, la torture, la persécution, les mariages forcés et l'esclavage sexuel. En 2013, une opération militaire menée par la France a forcé Al-Hassan et d'autres à quitter le pouvoir. Al-Hassan risque une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à la perpétuité lorsqu'une sentence sera prononcée à une date ultérieure.
Un appel à la grève qui bascule dans le chaos. Au Kenya, la manifestation de ce mardi dans la capitale Nairobi a viré au drame. Le mouvement de protestation antigouvernementale a pénétré de force dans l'enceinte du Parlement. Conséquence, les forces de l'ordre ont fait usage d'une violence inouïe. Gaz lacrymogène, matraques et canons à eau pour disperser la foule. Une situation qui fait réagir la communauté internationale. Nous déplorons les pertes en vies humaines et les blessures subies du côté des manifestants. Nous présentons nos condoléances aux familles qui ont perdu des êtres chers. Nous appelons à la retenue afin de rétablir l'ordre et d'offrir un cadre propice au dialogue. Selon la principale association professionnelle des médecins du Kenya, le bilan fait état d'au moins 13 morts. Ce mouvement de protestation, qui a débuté pacifiquement le 13 juin dernier, vise à contester le projet de budget 2024-2025 qui prévoit l'instauration de nouvelles taxes. Les familles des personnes tuées lors des manifestations de la semaine dernière au Kenya ont dû se rendre au funérarium de Nairobi pour identifier leurs proches. Parmi les personnes en deuil se trouvait James Munia, dévasté par la nouvelle de la mort de son frère. Erickson Kiao Mutisia, 25 ans, a été tué par balle lors des manifestations contre les nouvelles taxes mardi dernier. C'était quelqu'un d'adorable, nous avons perdu un héros. Il était le membre le plus sociable de notre famille et était très populaire parmi ses pairs. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de justice pour Erickson. Ce n'est pas une mort normale, c'est un assassinat. Il a été tué comme un voleur alors qu'il n'en était pas un. Nous voulons simplement que justice soit faite. Nous demandons justice pour lui. Les services chirurgicaux de l'hôpital national Kenyatta ont détaillé les blessures liées à ces événements, notamment un mélange de traumatisme contondant et de blessures par balle, dont beaucoup sont dues à des balles en caoutchouc et 6 à des balles réelles. Jusqu'à présent, nous avons eu environ 165 patients, dont 72 ont été traités et autorisés à sortir de l'hôpital. Les autres étant toujours à l'hôpital pour divers traitements. Cette nuit, nous avons opéré 24 patients qui sont toujours en convalescence dans différentes parties de l'hôpital. À l'heure actuelle, environ 8 d'entre eux subissent des interventions chirurgicales et 23 autres attendent d'être opérés. Alors que les familles des victimes pleurent et demandent justice, la communauté doit faire face aux conséquences de ces manifestations violentes, en espérant que les responsabilités seront établies et que les tensions s'apaiseront. Il a fini par céder à la révolte de la rue. Au Kenya, le président William Ruto annonce la suppression du projet de loi de finances 2024-2025. Cette décision intervient au lendemain de la répression violente qui avait fait une vingtaine de morts et de nombreux blessés dans la capitale Nairobi. To the people of Kenya who have said loudly that they want nothing to do with this. J'ai écouté attentivement le peuple kényan qui a déclaré haut et fort qu'il ne voulait pas du projet de loi de finances 2024. Je me rends à l'évidence et j'annonce que je ne signerai pas le projet. Il sera retiré. C'est une décision prise en accord avec les députés. Ce texte controversé prévoyait l'instauration de taxes, notamment sur les véhicules particuliers et le pain. Un moyen, selon le Parlement, de combler le déficit budgétaire et de faire face aux dépenses du pays. Puisque nous avons retiré le projet de loi, je propose que nous ayons une conversation en tant que nation pour aller de l'avant. Comment gérer ensemble les affaires du pays ? Comment gérer ensemble notre dette et surtout comment gérer le budget avec les déficits qui existent. How do we manage our debt situation together? How do we work on the budget? Face à l'ampleur des manifestations, l'armée avait été déployée dans le pays afin de réprimer les protestations.
Déterminés à ne pas céder, les manifestants avaient déclaré maintenir les rassemblements jusqu'à l'abandon total du projet de loi. C'est au terme d'un long bras de fer judiciaire que la justice américaine a libéré ce mercredi l'Australien Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. Mais qui se cache derrière ce personnage controversé? Passionné d'informatique dès son adolescence, Julian Assange a émergé sur la scène de la sécurité informatique dans les années 1990 en tant que hacker. En 2006, Assange a fondé Wikileaks, une organisation dédiée à la divulgation de secrets gouvernementaux. Son travail a culminé en 2010 avec la publication de centaines de milliers de documents classifiés, mettant en lumière les actions controversées des États-Unis en Irak et en Afghanistan. Assange est ainsi devenu une figure polarisante vénérée par certains comme un champion de la transparence gouvernementale, alors que d'autres le considèrent comme un traître qui aurait mis en danger des vies américaines. Il a ensuite été poursuivi pour avoir publié des informations classifiées et a fait face à une extradition aux États-Unis, tandis que des allégations d'agression sexuelle en Suède ont également entouré sa saga. Après avoir violé ses conditions de liberté sous caution au Royaume-Uni, Julian Assange a cherché refuge à l'ambassade équatorienne de Londres en 2012, où il a vécu en exil pendant 7 ans. En 2019, son asile a été révoqué et il a été arrêté par les autorités britanniques. Mercredi, son plaidoyer de culpabilité dans un Commonwealth américain du Pacifique a permis de mettre un terme aux poursuites judiciaires engagées contre lui par la justice américaine, évitant ainsi une incarcération aux États-Unis. Deux jeunes filles américaines conçoivent des blouses d'hôpital à motifs ludiques à destination d'enfants hospitalisés. Âgées de 13 et 11 ans, Juliana Dema et sa sœur Audrina ont cousu et donné plus de 1800 blouses à des enfants hospitalisés dans 36 États et en Ouganda. 3 autres pays du continent africain devraient les recevoir à l'automne. J'ai commencé parce que ma cousine était à l'hôpital à cause du cancer et j'ai remarqué que les chemises d'hôpital qu'elle avait reçues étaient ennuyeuses et avec des couleurs ternes. Il y avait des motifs disgracieux et ce n'était pas très joli. Ma famille lui a donc acheté une chemise d'hôpital avec des imprimés amusants comme ceux de Disney et des princesses. L'année suivante, j'ai participé à un camp de couture pendant l'été et je me suis souvenu que j'avais remarqué cela à propos des blouses d'hôpital. J'ai donc réalisé que je voulais faire quelque chose pour aider les enfants comme elle. Les deux sœurs entreprennent leur opération de couture dans le sous-sol de leur maison. L'une d'elles aime coudre de petits oreillers envoyés avec une boîte de marqueurs pour que les patients puissent les colorier pendant leur séjour à l'hôpital. Il y a toujours quelque chose de petit que l'on peut faire pour changer les choses. Cela n'a pas besoin d'être grand et peut-être quelque chose de très simple. Même en faisant ça, cela devient très important. Je me sens bien, j'aime quand je peux aider parce que j'aime voir le sourire sur le visage des enfants même s'ils traversent une période très difficile. Aucun enfant n'est jamais facturé pour l'une de ces robes qui sont financées par des dons en argent et en matériel. Cette année, un magasin Starbucks local a accordé une subvention de $3000 au projet. Je pense qu'elles ont été inspirées en voyant ce que ma nièce a vécu et en constatant que ce n'est pas juste que ces enfants doivent passer par là, qu'ils doivent passer tout ce temps de leur vie à l'hôpital, subir des traitements et souffrir, alors que d'autres enfants de son âge n'ont pas à faire cela. Je pense que dans leur esprit, ce n'est pas juste, et ce n'est pas juste pour eux de vivre cela. Elles se sont demandé ce qu'elles pouvaient faire et elles ont eu l'instinct de trouver ce qu'elles pouvaient faire pour aider. Une entreprise de linge hospitalier du New Jersey nettoie gratuitement tous les vêtements avant qu'ils ne soient envoyés aux hôpitaux et un groupe de femmes d'un lotissement voisin ainsi qu'un groupe de jeunes d'une église aident avec une quarantaine de bénévoles à couper le tissu pour les filles.